Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver comme chaque soir pour une édition spéciale cette fois, pas une émission politique. Je suis avec un invité qui fraîchement arrivé, je dirais, en Guadeloupe, le colonel Vincent Lamballe. Il a à charge, bien sûr, la gendarmerie de la Guadeloupe et des îles du Nord. Je veux parler de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc, avec lui, ce soir, nous ferons un petit tour de la gendarmerie. Il est ici pour répondre aux questions. Et puis, par la suite, nous aurons certainement l'occasion de le revoir afin qu'il puisse se prêter à vos questions. Colonel Lamballe, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre accueil. Alors, vous êtes à la tête de la gendarmerie de la Guadeloupe et des îles du Nord depuis très peu de temps, puisque ça date du mois d'août. Depuis très récemment, puisque j'ai pris officiellement mes fonctions le 1er août, qui était ma date d'arrivée d'ailleurs sur le territoire. Alors, est-ce que c'est vous qui avez voulu venir en Guadeloupe ou est-ce que ça vous a été imposé ? Alors la question est un peu plus complexe. En réalité, les officiers et les sous-officiers de gendarmerie émettent des vœux effectivement pour servir outre-mer. Aucun militaire de la gendarmerie n'est affecté outre-mer sans avoir d'abord fait un acte de volontariat. J'ai fait partie de cela. Ensuite, les postes de commandement outre-mer sont relativement limités, donc je pèse tout l'honneur et tout le privilège qui m'est fait d'occuper ce commandement. Je ne pouvais pas particulièrement demander la Guadeloupe parce que c'était juste le poste qui devait se libérer au moment où le gestionnaire trouvait bien de m'affecter dans ce type de poste. En tout cas, je suis très satisfait que c'eût été la Guadeloupe et j'en suis donc très content d'être ici depuis le premier. Alors pourquoi vouliez-vous venir en Outre-mer ? Alors l'Outre-mer, c'est vraiment des territoires très intéressants pour assurer des missions de sécurité pour la gendarmerie. La gendarmerie d'abord est très présente outre-mer, c'est 5500 militaires de la gendarmerie sur tous les outre-mer. Il y a un commandement spécifique d'ailleurs pour l'outre-mer. Ce qui est très intéressant, d'abord, c'est découvrir d'autres horizons. Chaque région de France a ses particularités, ses intérêts, ses curiosités. L'outre-mer en tant que tel, déjà, c'est une particularité. Les Antilles en sont une autre et la Guadeloupe a bien sûr évidemment sa propre culture et sa propre particularité. Ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, évidemment, à 6000 km de la métropole, il est donné des moyens très particuliers à la gendarmerie. C'est une concentration d'un certain nombre de moyens qui sont répartis à plein d'autres niveaux dans l'Hexagone. Ici, bien sûr, pour assurer la sécurité de nos concitoyens sur un territoire comme celui de la Guadeloupe, on dispose d'une antenne JGN, d'une session de recherche, d'un hélicoptère, des brigades comme il y en a partout dans l'Hexagone, mais voilà, une concentration de moyens qu'il n'y a pas ailleurs. Ça rend bien sûr la mission d'autant plus intéressante, d'autant plus captivante. Ça oblige aussi bien sûr à rendre la sécurité qu'on nous demande d'exercer bien sûr sur un territoire comme celui-ci. Abordez-vous la situation de la Guadeloupe de manière sereine et est-ce pour vous un territoire difficile ? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que la Guadeloupe soit un territoire difficile. Chaque territoire, chaque région de France a ses particularités. Les particularités, ça peut être par des formes de délinquance. Une zone gendarmerie qui se trouve en limite de frontières, et selon d'ailleurs des frontières différentes, aura une particularité par rapport à une zone gendarmerie qui sera dans une zone montagne, dans une zone de mer. Ici, évidemment, il y a l'insularité qui est quelque chose d'assez particulier. Il y a bien sûr la distance de la métropole, je l'évoquais, qui constitue un autre point particulier. Donc on aborde ces postes-là avec une approche quand même différente. On s'y prépare beaucoup plus, je pense. Beaucoup plus intensément parce qu'on va rechercher beaucoup plus d'éléments de compréhension pour être le plus rapidement possible à même de remplir sa mission. Les régions se ressemblent beaucoup plus en métropole. Les outre-mer sont tous très différents et donc il est important d'aborder ces fonctions-là, non pas avec des appréhensions, mais avec effectivement, je crois, une approche plus approfondie avant d'arriver et tout en gardant quand même son regard un peu neuf, je pense, comme on le fait à chaque fois quand on arrive dans ce type de fonction. Alors justement, au-delà de tout cela, qu'est-ce qui vous a plu lorsque vous êtes arrivé en Guadeloupe ? Alors,
D'abord, peut-être ce qui ne m'a pas plu, parce que j'allais y arriver par la suite. Alors, j'allais y arriver par la suite. Vous avez bien évidemment compris, mais on en reparlera très probablement, que je suis arrivé ici un 1er août, donc en plein état d'urgence et une situation sanitaire difficile. Donc je ne peux pas commencer par ça, parce que bien sûr, ça casse du lien social dont on a besoin quand on arrive quelque part. Néanmoins, bien sûr que depuis maintenant 2 mois que je suis arrivé, j'ai beaucoup parcouru ce territoire. Alors, non pas que je me suis dispensé du confinement et des limites de distance qui sont imposées à nos concitoyens, mais bien sûr, dans le cadre de mon travail, il était important que j'aille rencontrer mes unités, voir comment elles fonctionnent, et aussi aller au contact, malheureusement justement de trop loin, mais des élus et de la population, mais de la manière dont j'ai pu le faire, malgré cette crise Covid. Ce qui m'a quand même immédiatement frappé ici, c'est l'accueil. Et l'accueil de tous. Alors l'accueil d'abord des militaires de la gendarmerie qui sont déjà en poste depuis quelques années pour certains, et puis l'accueil de la population, malgré encore une fois cette crise Covid qui empêche les liens sociaux. J'ai pas eu les grands accueils comme on peut en avoir traditionnellement, notamment quand on arrive dans les Outre-mer. Il y a ces ambiances très particulières que j'ai moins eues, mais j'ai toujours ressenti cet accueil très très chaleureux. Ouais, une ambiance festive. Ça, je la comprends, je l'entrevois. Malheureusement, effectivement, les conditions n'ont pas permis encore de profiter de cette ambiance festive dont on me parle et que j'attends vraiment avec impatience. Alors, est-ce qu'il y a eu des gendarmes touchés par le Covid ? Alors, oui, évidemment. Parce que le Covid ne fait pas de distinction, l'uniforme n'empêche pas bien sûr d'attraper le Covid. La particularité des gendarmes, et notamment ceux qui sont arrivés, qui sont outre-mer, les militaires de la gendarmerie devaient être vaccinés contre le Covid, contre bien d'autres d'ailleurs maladies. Pour le service auquel on est appelé, un certain nombre de vaccinations est obligatoire, et la vaccination contre la Covid était obligatoire déjà de toute façon pour les affectations outre-mer. De ce fait-là, en réalité, depuis le début du mois d'août, j'ai eu des militaires de la gendarmerie touchés par la Covid. Jamais plus de 2 ou 3 à la fois. On est monté jusqu'à 4-5 et heureusement de manière jamais grave. Mais nous avons été relativement préservés, bien sûr en appliquant au maximum les gestes barrières, mais malgré tout en gardant le contact de la population, parce que la mission a continué. Il a fallu continuer à gérer des interventions, et de ce point de vue-là, la distanciation forcément est limitée, mais avec le port du masque, la désinfection, et globalement, effectivement, je n'ai heureusement et pour l'instant pas eu à déplorer trop de gens touchés par le virus. Cette obligation vaccinale n'a pas créé de troubles? Est-ce que les gendarmes, de toute façon, volontiers, ont adhéré? Je n'ai pas connu d'opposition par rapport à ce vaccin. Encore une fois, comme je vous le disais, il faut remonter déjà à quelques mois. Les gendarmes qui sont affectés outre-mer sont volontaires. Donc il y a d'autres choses qui s'imposent aux militaires de la gendarmerie qui sont mutés outre-mer. D'ailleurs, dans d'autres territoires, pour celui bien sûr des Antilles, mais il y a des vaccins fièvre jaune, etc., qui peuvent être aussi obligatoires. Donc on adhère ou on n'adhère pas à ces contraintes, tout comme d'ailleurs dans notre métier. Y compris dans l'Hexagone, on adhère ou on n'adhère pas aussi à bien d'autres contraintes qui peuvent être propres à la profession. Donc de toute façon, je pense qu'initialement déjà, il y a une adhésion un peu naturelle de par le statut, de par la mission. Aujourd'hui, quasiment l'ensemble des militaires de la gendarmerie de Guadeloupe et des îles de Nord sont vaccinés. Ceux qui ne le sont pas, ce sont pour des raisons médicales, d'attente de rémission par rapport au Covid qu'ils ont pu contracter dans les semaines ou les mois passés. Restera à gérer peut-être au cas par cas, dernier cas qui ne voudraient pas être vaccinés, parce que ceux qui étaient déjà sur le territoire n'étaient pas contraints de l'être avant d'arriver. Pour ceux qui étaient là depuis quelques années, non, je ne connais aucune contestation, opposition de ce point de vue-là. Ça n'est pas un sujet pour nous. Ça n'est pas un sujet. Ouais, puisque vous dites que tous les gendarmes sont vaccinés. En fait, oui.
de principe. Quelques-uns qui étaient déjà sur le territoire ne l'ont pas forcément été de manière naturelle, mais sont rentrés comme les Guadeloupéens dans ce processus de vaccination, pour lequel d'ailleurs il y a eu beaucoup de publicité depuis quelques semaines, pour atteindre un taux de vaccination qui est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Alors, est-ce que aujourd'hui on peut dire que l'effectif de la gendarmerie sur place, est-ce que c'est un effectif suffisant? Je pense qu'un chef de force de sécurité, qu'elle soit police ou gendarmerie, ne sera jamais satisfait de ses effectifs en volume. La mission est telle, elle est tellement large, elle est tellement étendue, elle touche tellement de domaines que jamais des effectifs ne suffisent à remplir la mission. Et on agit toujours en termes de priorité. Vous savez, c'est comme lorsque nous recevons les appels d'urgence, l'opérateur il est toujours contraint de gérer des priorités. Les priorités, c'est aussi d'ailleurs pour les SAMU, tous ces métiers qui travaillent dans l'urgence, dans l'intervention pour leurs concitoyens. De toute façon, il faut toujours traiter de l'urgence. Donc des effectifs supplémentaires ne nous permettraient pas de toute façon de travailler comment dirais-je, pleinement sur l'ensemble du spectre des missions. Et bon, il faut prioriser. Je dois dire que les effectifs qui sont affectés dans les territoires d'outre-mer, et en particulier ici sur la Guadeloupe, sont assez conséquents et sont suffisants par rapport à ce que j'ai pu connaître en d'autres endroits. Quand je vous parlais par rapport à ce qu'il y a à gérer sur le territoire. Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, il faut prioriser. Mais nous avons peut-être moins de mal à prioriser ici que dans d'autres régions de l'Hexagone, par exemple, où il peut y avoir du sous-effectif, où il peut y avoir de la vacance de poste. Un effort est fait par la gendarmerie nationale en particulier pour donner les moyens effectivement au commandement de la gendarmerie outre-mer, donc ici en Guadeloupe en particulier, d'exercer sa mission. Donc pour cela, il y a des effectifs qui sont affectés sur 3-4 ans, c'est à peu près le rythme de gestion. Mais j'en ai également qui viennent tous les 3 mois. C'est un renfort de gendarmerie mobile. C'est le système qui est mis en place outre-mer, de sorte à ce que justement les commandements de gendarmerie ne manquent pas d'effectifs pour assurer la mission de sécurité et produire la sécurité que nos concitoyens sont en droit d'attendre. Quand on est bien sûr à 6000 km de la métropole, on ne peut pas attendre en une demi-heure ou en une heure des moyens supplémentaires. Ils doivent être immédiatement sur place pour qu'on puisse remplir la mission. C'est pourquoi une antenne GIGN est déjà positionnée sur la Guadeloupe, qui est en capacité de conduire les missions que le GIGN conduirait sur l'Hexagone depuis Paris. Un hélicoptère est déjà prépositionné et des effectifs de gendarmerie mobile, donc plus particulièrement pour le maintien de l'ordre, à hauteur en permanence de 250 militaires. C'est le quart des effectifs des gendarmes que vous voyez ici sur le territoire. Ce sont des gendarmes qui tous les 3 mois sont renouvelés, renforcent les effectifs de gendarmerie départementale. Tous les 3 mois, 3 escadrons de gendarmerie mobile, même un tout petit peu plus, 3 escadrons et un peloton, ça fait à peu près 250 militaires de la gendarmerie. Tous les 3 mois se relèvent et tout ça, les années après les années. Et combien de gendarmes sont sur place Au global, la gendarmerie pour la Guadeloupe et les îles du Nord, c'est près d'1 millier de gendarmes. Voilà, à peu près 1000, dont 250 donc, sont renouvelés tous les 3 mois. Le point d'ancrage, ce sont les 650 ou 700 militaires d'actifs qui sont dans les brigades, qui sont dans les états-majors et les services ici de la gendarmerie pour plusieurs années. C'est une affectation, comme moi par exemple. Alors en termes de moyens matériels, est-ce que là aussi, vous êtes satisfait? Vous avez parlé d'un hélicoptère, mais au-delà? Là aussi, je dois quand même me féliciter d'avoir les moyens en fait, de conduire la mission. J'ai parlé de l'hélicoptère. Bien sûr, il y a ici sur le territoire de Guadeloupe 2 hélicoptères. Il y a l'hélicoptère de la sécurité civile, il y a l'hélicoptère de la gendarmerie qui est à disposition de l'autorité préfectorale ou des autorités judiciaires et également à disposition de la police nationale pour ses propres besoins de sécurité. On pourrait vouloir d'autres hélicoptères, on pourrait vouloir des hélicoptères plus grands, plus puissants. C'est néanmoins un vecteur aérien qui permet de nous déplacer, de nous renforcer jusqu'à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, sans oublier bien sûr les îles du Sud. Donc c'est très bien. J'ai également des moyens nautiques.
je dispose d'embarcations qui me permettent assez facilement et en totale autonomie en fonction des besoins et pour de l'intervention d'aller... Combien d'embarcations? Alors, je dispose essentiellement d'une embarcation avec capacité d'emport plus importante, une quinzaine d'hommes à Pointe-à-Pitre, qui me permet donc de rayonner et d'aller notamment sur les îles du Sud assez rapidement. Mais je dispose de 3 à 4 autres embarcations sur d'autres brigades. J'en ai une, par exemple, qui est prépositionnée à Bouillante. J'en ai aussi à Saint-Martin. Et là, qui dépendent plus des qualifications des gendarmes qui se trouvent affectés au même moment pour pouvoir être utilisés dans de bonnes conditions. Mais globalement, c'est 4 à 5 embarcations dont dispose la gendarmerie. Et voilà, je dispose des moyens dont une antenne GIGN a besoin de disposer. Je dispose de véhicules suffisants. Bien évidemment, le renouvellement est nécessaire. Il a été très important ces dernières années. Le plan de relance a permis d'acheter d'ailleurs localement, parce que c'est aussi une particularité d'Outre-mer. On fait marcher l'économie locale. Les véhicules ont pu être achetés localement pour renouveler le parc. Voilà, tous ces moyens-là sont quand même très conséquents, prennent en compte l'insularité, la distance avec l'Hexagone et la nécessaire autonomie qu'une force de gendarmerie doit avoir sur un territoire. Alors, avec l'arrivée du Covid, est-ce que vos missions ont évolué? Comment? Les missions ont catégoriquement évolué. La priorité de notre mission, elle a d'ailleurs été fixée par monsieur le préfet, l'autorité administrative qui est garant de l'état sanitaire de la population et nous a fixé comme priorité de participer à la lutte contre la pandémie ici sur le territoire. Alors, catégoriquement, ça change quoi? Ça change que, voilà, je peux vous donner quelques chiffres, à peu près 40% de notre activité a été consacrée à la lutte contre la Covid. 40% de l'activité. Et ça consistait à quoi? Alors ça consiste en quoi? Ça consiste essentiellement d'abord, bien sûr, c'est le rôle des forces de sécurité, comme la police nationale sur son secteur, la gendarmerie sur le sien. Ça consiste bien sûr d'abord, et c'est le gros de ce volume horaire, à veiller à l'application des mesures. Ces mesures qui d'ailleurs ont été très bien appliquées, mais elles ont été bien appliquées à condition aussi d'avoir été contrôlées, d'avoir été évaluées. Donc ce sont tous ces dispositifs de contrôle que nos concitoyens ont pu voir, notamment depuis le 4 août, lorsque les premières mesures ont été remises en place. Donc contrôle bien sûr du respect des distances de déplacement, qui étaient d'abord limitées à 5 km, qui le sont aujourd'hui à 10. Le contrôle également de la distanciation qui doit s'appliquer, les groupes qui pour début festif ou pas se regroupaient à certains endroits, le port du masque bien évidemment, le respect des horaires pour la fréquentation des plages, et puis dorénavant également pour les établissements recevant du public, s'assurer que ceux qui ont demandé l'autorisation et qui se sont engagés à appliquer les mesures, notamment celles du pass sanitaire, et évidemment que ce soit bien respecté. Ce sont également d'autres missions, un peu moins visibles peut-être, mais l'accueil et l'escorte des vaccins lorsqu'ils ont été livrés, quand ils ont été acheminés par avion. La brigade des transports aériens était présente. Il a fallu sécuriser ces arrivées et ces transports jusqu'à la distribution dans les vaccinodromes. Les motocyclistes ont encadré. C'est l'accueil également des renforts, et il y en a eu beaucoup. Et nous avons participé d'ailleurs de manière un peu plus étonnante aussi, mais à fournir des moyens. Dans certaines de nos casernes et notamment de nos structures d'alimentation, on a participé à l'alimentation de personnel des SDIS qui sont venus en renfort depuis la métropole sur la Guadeloupe. Voilà quelques exemples du temps que la gendarmerie a consacré et continue à consacrer pour le mouvement collectif de lutte contre la Covid sur ce territoire qui a été la priorité. Alors concernant le contrôle au niveau des plages, est-ce qu'il a été suffisant concernant aussi le contrôle sur les routes, puisqu'on a une population qui dit on n'a pas vu tant de contrôle que ça sur les routes et non plus sur les plages? Alors, en réalité, voilà, 40%, je vous dis, de l'activité. Ce ne sont pas forcément d'autres missions que nous avons arrêté de faire, parce que quand on fait du contrôle routier pour
contrôler les mesures anti-Covid. Les attestations de déplacement. Oui, c'est ça que nous contrôlons, mais quand on contrôle même des gens sur la voie publique, on contrôle en même temps les flux de circulation, de délinquance et autres. Donc je ne dis pas qu'on a arrêté de faire d'autres choses au lieu de ces 40%, mais 40% ça représente quand même quelque chose d'important. Un autre chiffre, ce sont à peu près, depuis le 1er août, c'est plus de 15 000. C'est plus de 15 000 personnes qui, rien que sur la zone gendarmerie, donc les 90% du territoire, on va dire, 15 000 personnes qui ont été contrôlées. En réalité, on a eu à peu près 10% d'infractions de relevés. Il y a eu beaucoup de pédagogie, de fait, mais quelques réfractaires, ce sont les 10%. Donc ces chiffres démontrent que la gendarmerie a été présente. Sur les plages, bien sûr, c'est plus compliqué. Les gens ont vu l'hélicoptère. On le voit sur les réseaux sociaux quand l'hélicoptère sort. L'hélicoptère nous a aidé bien sûr à repérer des regroupements festifs, également d'ailleurs des bateaux, parce que ça s'appliquait également pour des regroupements de bateaux qui étaient interdits, ce qui bien sûr était susceptible de créer des clusters sur terre, l'était également sur mer dans ces conditions-là. L'hélicoptère nous a beaucoup aidé, la brigade nautique, ce sont des moyens qui sont pourtant visibles et que nos concitoyens ont vus. Et puis alors, sur les plages, les choses ont évolué. On a eu des horaires autorisés. Il a été privilégié, bien sûr, le contrôle de la fin, de la fin du temps qui était imparti pour pouvoir fréquenter les plages. On a vu beaucoup plus de gendarmes, bien sûr, et on les voit encore à 11h, 11h30. Et à 18h, 18h30 qui étaient les heures limites. Voilà. Donc en fait, si les gendarmes ont été très présents, tout ce temps consacré le démontre. Peut-on dire que ceux qui ne respectaient pas forcément les mesures qui avaient été prises, c'était les touristes? En fait, et malheureusement pour le territoire, il y a peu de touristes. Moi, j'en ai un peu plus croisé quand je suis arrivé le 1er août. Il y en avait encore un peu dans mon avion, mais c'était le premier. Les touristes qui sont arrivés à cette période-là, je crois, ont terminé leur séjour, qui était souvent que de quelques jours ou d'une semaine, et très peu sont en réalité revenus. Les conditions étant connues depuis l'Hexagone et n'incitant pas, bien sûr, au tourisme, c'est un peu peut-être tout le malheur sur le plan économique, mais il fallait sans doute en passer par là. Donc non, on n'a pas particulièrement vu d'infractions commises particulièrement par des gens de passage, qu'ils soient touristes ou pas. Mais globalement, c'est aussi une chose sur laquelle je voudrais insister. Les contrôles se sont toujours bien passés et en définitive, les mesures ont été très bien appliquées. Quand on arrivait à l'heure du couvre-feu, les gendarmes n'ont pas été débordés par des contrôles parce qu'en réalité, les gens n'étaient plus sur la route. Donc c'était effectivement bien respecté. Donc globalement, beaucoup d'heures passées sur les contrôles, c'était à mon avis indispensable, ça le reste encore. Pour très peu d'infractions relevées, 10%, c'est à peu près ce qu'il faut retenir des 15 000 personnes qui ont pu être contrôlées depuis le 1er août. Avant d'arriver à d'autres questions qui sont à peu près du même ordre, est-ce qu'on peut dire que le gendarme arrivant sur les territoires de la Guadeloupe a le temps de connaître la population, a le temps de comprendre comment cette population fonctionne? Ça, c'est une question très importante parce qu'elle est essentielle pour rapidement être en capacité de bien conduire sa mission. Le renouvellement des effectifs en gendarmerie, c'est en moyenne tous les 4 ans. Et par conséquent, c'est des séjours de 4 ans. Ça veut dire que chaque année, le quart des effectifs, plus précisément, est renouvelé. Mais ça veut dire aussi qu'à contrario, il en reste les 3/4. Et moi, je l'ai constaté en arrivant. D'abord, moi-même, je suis allé m'inspirer de ce qui se faisait, de ce que les militaires de la gendarmerie qui étaient en place avaient déjà constaté, de la manière d'agir, de réagir de la population locale. Ce sont ces 3/4 en fait qui chaque année ne bougent pas, restent en poste. C'est sur ces 3/4-là que repose effectivement l'apprentissage et la connaissance du terrain, du territoire et de l'accompagnement des nouveaux arrivants. Donc ça se passe plutôt bien. Et puis encore une fois, quand les gendarmes sont affectés outre-mer, d'abord pour une bonne partie d'entre eux, c'est près de la moitié, ils ont déjà fait des séjours d'outre-mer.
évidemment, vous allez me dire, il y a un moment, il faut commencer. Mais les plus anciens d'entre eux ont souvent déjà révélé des qualités et des valeurs sur d'autres territoires. Certains sont ici pour la 2e ou la 3e fois, d'ailleurs, sur le territoire de Guadeloupe, dans des unités différentes. Donc, ils ont déjà une expérience souvent passée. Et on s'appuie sur l'expérience de ceux qui sont déjà là. Et cette expérience s'acquiert d'autant plus facilement qu'on a une population là, de gendarmes très spécifiques quand ils sont affectés outre-mer, qui ont cette ouverture d'esprit et qui n'arrivent pas ici par hasard. On n'est pas muté outre-mer, ce sont aussi bien d'autres contraintes pour les familles que celles qu'il peut y avoir dans n'importe quelle région. Et puis j'insiste, il y a aussi bien sûr une partie des militaires de la gendarmerie qui sont originaires du territoire, qui quelquefois l'ont quitté depuis des années dans le rythme des affectations de la gendarmerie nationale, qui ont fait un temps en métropole et qui se retrouvent affectés sur leur territoire d'origine. Globalement, 23% des effectifs, actuellement 23% des effectifs de la gendarmerie en Guadeloupe sont des originaires, des gens qui sont nés ici ou dont des parents de la famille est ici, enfin, voilà, qui ont des attaches déjà lointaines avec le territoire. Alors une partie d'entre eux, essentiellement, c'est aussi dans le soutien, les personnels civils que moi j'emploie dans les états-majors, en appui des unités de terrain, c'est essentiellement du recrutement local. Les gendarmes adjoints volontaires, à 90% sont également du recrutement local. Et sur les unités sous-officiers, c'est à peu près 10 à 15% de militaires qui sont originaires. Ça s'explique par des règles de gestion qui font que tous les 3-4 ans, on doit effectivement changer de poste. Et ce sont donc des Guadeloupéens qui ont des règles de gestion particulières dans certains cas de figure et qui peuvent rester plus longtemps d'ailleurs que les autres, mais qui fait qu'on a quand même cet équilibre. Donc on a le gendarme qui arrive dans une unité ici en Guadeloupe, a largement de quoi s'appuyer autour de lui sur des gens qui sont déjà bien en connaissance du territoire. Alors est-ce que aussi pour bien accomplir sa mission, il faut qu'il prenne du recul? Oui. Mais alors comment faire la part des choses dans tout cela? De toute façon, la prise de recul, je crois, est une des qualités indispensables d'un policier, d'un gendarme, j'allais dire d'un pompier, enfin d'un soignant, d'un urgentiste, toutes ces professions dont la mission est d'assurer le soutien, la sécurité de ses concitoyens, le plus souvent dans l'urgence, nécessitent du recul. Donc toutes ces professions-là, nous sommes formés en fait à prendre du recul. C'est, je pense, dans la nature du gendarme, de prendre du recul. Quand on va sur une intervention, on prend du recul, on analyse qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui s'est passé, comment on va pouvoir aborder la situation pour qu'elle ne s'envenime pas, pour qu'il n'y ait ni des blessés, ni du côté des gens pour lesquels on intervient, qui peuvent être aussi d'ailleurs les auteurs, ni de notre côté. Donc le recul, c'est un petit peu dans l'ADN, je pense, du gendarme, mais encore une fois, affecté dans les Outre-mer. Ce recul, il est pris par l'interrogation auprès des autres, la recherche de compréhension, et encore une fois, ça se fait très bien et très vite. Et c'est assez quand même dans l'état d'esprit particulièrement des gendarmes de l'Outre-mer. Il doit adapter son comportement en fonction de la population qu'il a en face. Oui. Alors moi, j'ai une expérience dans des régions très différentes. J'ai également conduit des missions dans d'autres outre-mer, non pas affectées, mais en gendarmerie mobile, donc des missions d'intervention et de maintien de l'ordre en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion, à Mayotte. J'ai connu également la Corse et j'ai été affecté dans des missions territoriales dans différentes régions de l'Hexagone. Et nous n'abordons pas de toute façon de la même manière une population de la Côte d'Azur, par exemple, et une population de l'Est de la France. Les Lorrains et des gens, des Pyrénéens, des montagnards. Enfin, il y a des particularités. D'abord, c'est des héritages de l'histoire. Ce sont des tempéraments qui sont différents. Alors l'outre-mer, bien évidemment, ne déroge pas en fait à ces particularités. Donc, quand on aborde un territoire comme la Guadeloupe, je pense qu'on l'aborde différemment
que la Martinique, encore plus différemment sans doute que la Nouvelle-Calédonie et de la Lorraine ou de la Bretagne. Alors, il faut enlever cette idée où il est dit que le gendarme est formaté pour sanctionner, il est formaté pour avoir le même comportement, peu importe l'endroit où il se trouve. Tout état de cause, le gendarme est formaté pour faire appliquer la loi et les règlements, qui sont les mêmes pour tous. On peut dire que pour ça, sur le plan de l'éthique, de la déontologie, mais également de la bonne application des lois, c'est sa mission. Mais effectivement, dans la méthode, dans l'approche de sa mission, elle est incontournablement différente selon le territoire où on l'exerce. Ça, c'est évident. Ça demande... D'abord, ce n'est pas que le gendarme, sa mission n'est pas que dans la répression. On pourra en parler d'ailleurs sur le sujet de la sécurité routière, c'est assez parlant. C'est aussi beaucoup dans la prévention, c'est-à-dire que une grosse partie de la mission des gendarmes, c'est de faire de la surveillance générale, c'est-à-dire c'est d'être présent sur le terrain. Et je sais que les gens pensent ou trouvent qu'on ne les voit pas assez, vous le disiez encore tout à l'heure pour l'application des mesures Covid. En réalité, on mesure le temps de présence des gendarmes en dehors de la caserne, c'est là qu'ils sont utiles. C'est quand en réalité, ils ne sont pas forcément en train de faire de la procédure judiciaire, qui est plutôt donc dans le répressif, c'est quand ils sont dans la prévention et qu'ils empêchent que des cambriolages se commettent, qu'ils sont suffisamment proches du lieu où va se passer une altercation ou une violence pour pouvoir intervenir et l'arrêter. C'est aussi tout ça le métier de toute façon du gendarme. Donc il n'est pas formaté d'abord spécialement pour sanctionner, il est formaté pour aller au contact de la population d'abord, et prévenir plutôt le passage à l'acte que de le sanctionner. Est-ce qu'on peut dire que le métier de gendarme est de plus en plus difficile ? Il est différent, il n'est pas celui que moi j'ai connu quand je suis entré en gendarmerie. Mais je crois que cette remarque, elle s'applique à beaucoup de professions. En réalité, on est dans une société en permanence en mouvement. C'est valable pour les médias, bien sûr, par exemple. Le métier de journaliste n'est pas le même non plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Dans l'éducation nationale... Pas les réseaux sociaux qui agissaient de la sorte. Par exemple. Mais pour le gendarme, c'est quand même peut-être plus prégnant puisque... Et alors, bien également, le gendarme, pour prendre cet exemple aussi, il est aussi aujourd'hui beaucoup plus confronté, d'abord aussi aux réseaux sociaux, c'est aussi un adversaire en quelque sorte. Il peut jouer contre, en fait, le bon ordre, mais le cyber... le cyber est aussi un nouveau domaine pour la gendarmerie qui a beaucoup développé de moyens et j'en ai ici au sein du commandement de la gendarmerie pour lutter contre cette nouvelle forme de délinquance. Après, les violences aussi ont évolué. Pour plein de raisons. Les armes se sont peut-être un peu plus répandues en certains endroits. Toutes les populations ont de nouvelles attentes également. Donc le métier de gendarme a forcément évolué au regard des attentes de son concitoyen. La sécurité aujourd'hui n'est plus forcément la même qu'il y a 20 ans. Est-ce que c'est plus difficile ou moins difficile ? Je pense que c'est simplement s'adapter aux évolutions de la société. Est-ce que la peur du gendarme existe encore ? Et moi personnellement, quand je suis en civil et que je me déplace sur les routes, j'ai la peur du gendarme, qui peut être celle du policier, mais dans le sens où effectivement, Vous avez la peur du gendarme ? Oui, je l'ai encore. Bah oui, parce que je me pose la question de savoir est-ce qu'effectivement j'ai bien pris mes papiers là en période de Covid. Vous êtes connu, donc avoir peur. Oui, pour autant. Vous êtes colonel. Oui, c'est vrai, et à plus forte raison peut-être, mais comme n'importe quel de nos concitoyens, et peut-être encore plus, je me dois de respecter les lois et j'ai surtout à cœur de le faire et de bien le faire. Donc non, mais alors oui, je pense que globalement, et moi là je peux le dire en revanche pour l'avoir constaté ici et pour en avoir discuté avec de nombreuses personnes, avec de nombreux Guadeloupéens. Ici, d'abord, on a un grand respect, je crois, des forces de l'ordre, de l'autorité de manière générale, parce qu'il y a de fortes attentes également. Et je crois que les gens, aujourd'hui, majoritairement, ont encore peur des gendarmes. Peut-être que malheureusement, ce sont ceux qui ont le moins peur des gendarmes, qui commettent justement les vraies exactions, les vraies infractions. Donc c'est à nous aussi, force de l'ordre, d'aller chercher cette partie de la population qui, de toute façon, en ayant moins peur des gendarmes, est aussi la partie
toute minorité de la population qui va commettre les infractions au détriment de ses concitoyens. Donc tout ça finalement se retrouve. Oui, je pense que la peur du gendarme existe encore aujourd'hui, de manière peut-être aussi différente, parce que j'espère aussi que le gendarme véhicule une image de proximité, c'est-à-dire qu'avoir peur du gendarme, c'est surtout avoir peur de commettre une infraction et d'être dissuadé de la commettre. Mais j'espère que la peur du gendarme ne se traduit pas non plus par la peur d'aller voir le gendarme, de discuter avec lui, parce que moi en tout cas c'est ce que je demande aux gendarmes, c'est de trouver le temps, malgré toutes les missions, on parlait tout à l'heure de prioriser, mais il faut aussi savoir aller vers les gens pour discuter et voir quelles sont leurs attentes et rassurer. Je pense que c'est aussi important. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés en termes de délinquance, de violence intraconjugale, mais il y a aussi la délinquance routière, vous avez aussi les trafics de stupéfiants. Alors, comment est-ce que vous abordez ces questions prégnantes? Alors, ce sont des domaines très différents. La délinquance routière n'est pas tout à fait la même que les autres formes de délinquance. Vous parliez de stupéfiants, vous parliez de violence intrafamiliale. Mais ce sont, là vous avez cité, je crois, les grands domaines dans lesquels en fait il faut aujourd'hui avoir une action la plus ferme, la plus déterminée, la plus organisée aussi. Donc je peux y revenir point par point. Les violences intrafamiliales, ça peut être parlant, c'est à peu près 9% de nos interventions. La gendarmerie, il faut compter, la gendarmerie de Guadeloupe et des îles du Nord, c'est plus de 15 000 interventions par an. 9% de ces interventions, ce sont pour des violences intrafamiliales. Alors les violences intrafamiliales, c'est large. Ce sont pour 80% des violences plutôt exercées contre des femmes ou de jeunes filles. Ce sont aussi des violences contre enfants, contre mineurs. Il faut aussi bien l'avoir à l'esprit. Ça, encore une fois, il y a des aspects préventifs et tout ne dépend pas que de la gendarmerie et des aspects répressifs, mais surtout d'intervention pour stopper. Donc 9%, c'est beaucoup dans le nombre d'interventions que nous pratiquons. Beaucoup de violences conjugales et surtout dans cette période de pandémie, on a eu à constater beaucoup de violences conjugales. Alors, de toute façon, c'est un phénomène qui est devenu une priorité nationale. Donc, les ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, le garde-sceaux, enfin le gouvernement a fixé comme priorité la lutte contre les violences intrafamiliales. Donc, de facto, et c'est certainement une très bonne chose, beaucoup de violences intrafamiliales sont venues sur la place publique. On a peut-être un peu libéré la parole, et il faut d'ailleurs qu'elle se libère encore plus. Donc, il est difficile d'analyser les chiffres. Est-ce qu'ici, en Guadeloupe, quand je parlais des 9% d'intervention, vous savez, c'est de toute façon aujourd'hui aussi une part importante des interventions partout de la police et de la gendarmerie. C'est un phénomène contre lequel il faut lutter, mais qui a peut-être souvent été passé sous silence. Alors, ça peut être plus ou moins violent, selon peut-être les régions. En tout cas, ici, on se donne les moyens de lutter contre ces violences intrafamiliales. On ne souhaite pas, nous, gendarmerie, attendre l'appel d'une appelante pour intervenir et déjà constater que des coups ont été conduits et faire une procédure derrière. Comment faites-vous pour anticiper ? Comment fait-on pour anticiper ? Je pense qu'il y a l'aspect de prévention qui ne dépend pas que de nous, mais on peut avoir une part importante. Alors, on a mis en place, et c'est pas propre à la Guadeloupe, mais en Guadeloupe, nous nous sommes adaptés à ce dispositif. On a mis en place des maisons de protection de la famille, les MPF. Ce sont il y en a une à Saint-Martin et il y en a une à Pointe-à-Pitre pour l'ensemble donc des territoires concernés. Ce sont des gendarmes qui se sont spécialisés dans l'approche intrafamiliale, notamment bien sûr les violences contre les femmes, les violences contre les enfants, les violences sexuelles. Ce sont 7 militaires de la gendarmerie consacrés à ces missions-là. Et ce ne sont pas ces militaires-là qui sont en capacité de traiter toutes les procédures et de tout faire, mais qui sont en mesure d'être des référents en la matière, d'intervenir dans les établissements, de travailler avec les associations. Nous avons 7 intervenants sociaux de gendarmerie, qui fournis par des associations, des associations en particulier Guadave et Initiative France Victimes, qui nous fournissent donc 7 intervenants sociaux et qui permettent aussi d'accompagner les gendarmes, parce que la répression ne fera pas tout. Il faut aussi penser à ce qui fonctionne le mieux, la répression. Non. La répression, je pense que dans tous les domaines, la répression, c'est une certaine forme d'échec.
mais indispensable. Mais quand on en arrive à réprimer, c'est qu'on n'a pas réussi à empêcher. On en parlera en sécurité routière, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut d'abord tenter d'empêcher. Il faut empêcher en sensibilisant les victimes ou les potentielles victimes, en sensibilisant aussi l'entourage, c'est très important, en déculpabilisant la victime, parce que ça a souvent été ça dans le milieu et dans le contexte des violences intrafamiliales. Voilà comment et intervenir très tôt. Donc on peut aussi intervenir dans les écoles. Je rencontrais dernièrement la rectrice d'académie qui est demandeuse, bien sûr, pour que nous intervenions sur plein de domaines, sécurité routière aussi haute, mais aussi ça, la prévention sur les violences intrafamiliales dès le plus jeune âge. Que l'on puisse bien faire comprendre que des choses ne peuvent pas avoir lieu, que ce n'est pas normal, ce n'est pas la normalité. Et quand on arrive à agir en amont, ce sont moins d'interventions derrière et ce sont surtout moins de drames. Les gendarmes dorénavant, ça aussi c'est une nouvelle sensibilisation qui est arrivée au sein des forces de l'ordre. Les gendarmes dorénavant sont tous formés aux violences intrafamiliales dans les écoles. Ça n'est plus dans le contexte général des interventions, ce que l'on apprend sur le terrain, ce sont des choses que l'on apprend dès l'école dorénavant. C'est-à-dire qu'un gendarme qui arrive dans son unité, il a déjà été sensibilisé, il a déjà été particulièrement formé à l'accueil de la victime de violences intrafamiliales, et à la procédure, mais également au message qu'il peut délivrer et aux choses qu'il peut déceler déjà en amont avant que l'événement arrive. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de difficultés à faire respecter la loi aujourd'hui? Je sais pas, cette question est assez complexe en réalité. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que on a globalement une population, et je parle de manière générale, mais ça s'applique de ce que j'ai pu constater particulièrement sur un territoire comme la Guadeloupe, à sa particularité d'insularité. Je crois que la majorité de nos concitoyens ont à cœur du bien vivre ensemble. Et ceux-là même que vous avez entendu dire qu'ils ne voyaient pas suffisamment de gendarmes, je crois que c'est bien la démonstration que ces gens-là veulent que la loi soit appliquée et donc l'appliquent également. Alors, des petites infractions diverses et variées existeront toujours. La nature humaine est faite ainsi, mais les tentations sont peut-être aussi plus grandes de commettre des infractions. Les cambriolages, typiquement, vont être plus importants, peut-être sur des touristes à certains moments qui peuvent être plus vulnérables. Voilà. Donc, il y a des contextes, des circonstances qui font que on va plus commettre d'infractions et d'aller contre la loi et de moins la respecter. Moi, je n'ai pas vu en plus de 20 ans de carrière d'évolution formelle dans la matière. Je crois que globalement, la population souhaite le bien vivre ensemble et que le bien vivre ensemble passe forcément par l'application des lois. Alors, qu'est-ce qui vous pose à vous, gendarmes, le plus de problèmes? Est-ce la délinquance? Est-ce la drogue sur le territoire? Ou est-ce les mouvements sociaux? Alors, la drogue, que ce soit de la consommation, que ce soit du transport, que ce soit de la vente, c'est partie intégrante de la délinquance. Donc, on peut faire vous mettez les deux en même temps? Vous ne voulez pas les dissocier? C'est une forme de délinquance. Elle est sanctionnée par la loi. On a dernièrement saisi, c'était un arrivage sur un rivage ici en Guadeloupe. Vous en avez fait l'écho, les médias. Plus de 40 kilos de résine et d'herbes de cannabis. Ça a été intercepté. Et ayant été intercepté, on a empêché que ce soit revendu, que ça crée donc du trafic et que surtout ce soit consommé au bout du compte. Donc c'est une délinquance dans le sens où c'est d'abord enfreindre des lois et créer du dommage justement pour le bien vivre dont je parlais. Donc c'est une délinquance que nous traitons comme les violences, comme les vols à main armée, comme les cambriolages, comme les destructions, comme les dégradations. Voilà. De toute façon, la délinquance, c'est un terme global dans lequel il y a effectivement des phénomènes plus ou moins importants. C'est différent, bien sûr, encore peut-être d'une délinquance routière, dont on pourra parler, ou d'autres choses, mais
il n'y a pas d'approche particulière dans un domaine ou dans un autre. L'objectif étant bien sûr de produire de la sécurité pour nos concitoyens, de créer de la tranquillité publique. Alors vous parliez d'ordre public. En revanche, là effectivement, on est dans un domaine différent, qui est également dans la mission des gendarmes et des policiers. On est dans un contexte différent et l'ordre public n'est jamais quelque chose c'est pas non plus quelque chose de facile pour les forces de l'ordre, parce que c'est souvent à l'origine une revendication, ça peut être une frustration. Enfin, quand on en arrive à revendiquer de manière violente ou de manière bloquante, quelquefois comme on le voit ici sur le territoire, c'est qu'on a un message à faire passer. Le gendarme se retrouve entre celui qui a pris une décision et ceux qui ne l'acceptent pas en quelque sorte. Mais c'est son rôle. Il lui arrive d'ailleurs de prendre des coups en étant entre les deux, mais c'est aussi sa mission. Donc la mission d'ordre public n'est jamais la plus facile à conduire. C'est préserver la liberté d'expression, préserver la liberté de circulation aussi pour d'autres. Et encore, on en revient toujours finalement au même, c'est le bien vivre ensemble. Quels sont les rapports police-gendarmerie ? Alors, cette question, moi, je vais la prendre ici sur le plan local. Ce sera plus parlant pour tout le monde. Et ce sera d'autant plus facile pour moi que de parler que de choses très proches et de ce que je vis tous les jours. La relation police-gendarmerie est excellente. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement parce que... Il n'y a pas de concurrence. Non, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence parce que d'abord, ce n'est pas possible. Nous sommes complémentaires, nous nous renforçons. Il ne peut pas y avoir de concurrence parce que d'abord, nous avons des secteurs qui sont répartis. Donc, ça se traite en communes. La police nationale est sur ce territoire, comme sur le territoire national d'ailleurs, hein, c'est la répartition habituelle sur des zones plus urbaines. Elle est essentiellement sur 4 communes en fait, hein, la Plaque Pintoise, les Abîmes, le Gosier et Pointe-à-Pitre. Et puis par ailleurs sur Basse-Terre, elle est sur la commune de Basse-Terre. Je cite les communes qui sont en zone police, ce sera plus facile d'en déduire parce que toutes les autres sont sur la zone gendarmerie. Mais par le territoire en fait, déjà, il n'y a pas de concurrence, chacun travaille sur son territoire. Mais bien sûr que les délinquants ne s'arrêtent pas aux limites des communes. Et donc, nous travaillons en permanence ensemble pour pouvoir, bien sûr, coopérer et qu'il y ait une continuité dans la production de sécurité. Donc, dans tous les domaines, dans les échanges de renseignements. D'ailleurs, les services de renseignement ici sur ce territoire sont partagés entre police et gendarmerie. Ce sont des services mutualisés et nous travaillons ensemble très très bien. Pour parler d'ailleurs très concrètement, j'ai d'excellents rapports avec mon homologue de la police nationale, le commissaire Frédéric. Nous sommes rencontrés dès ses premières heures d'arrivée sur le territoire. J'avais un tout petit peu d'avance sur lui et nous sommes en contact quotidiennement. S'il n'y a pas quasiment une journée où on ne se téléphone pas pour se parler et échanger sur les besoins de la sécurité. Alors, on entend souvent la gendarmerie recrute. Est-ce que les jeunes veulent encore être gendarmes ? Oui, je pense. Alors, encore une fois, pour parler de la Guadeloupe, j'ai 240 réservistes. C'est assez éloquent parce que ce sont 240 plutôt Guadeloupéens jeunes qui... alors qu'ils ils exercent une profession, certains sont aussi demandeurs en recherche d'emploi, veulent servir la gendarmerie, donc viennent y consacrer du temps. Donc ça démontre bien qu'il y a bien une volonté de devenir gendarme, y compris lorsque on ne va pas faire carrière en gendarmerie. Et je suis en train d'augmenter ces effectifs de réserve. Un autre exemple. Je ne peux employer la réserve ici de gendarmerie qu'à condition qu'elle soit vaccinée. C'est réglementaire, c'est prévu, on l'a évoqué. Et j'avais un problème, en quelque sorte, uniquement 16% de mes 240 réservistes étaient vaccinés à la date du 15 août. Et en communiquant avec eux, en leur disant qu'ils étaient indispensables au fonctionnement de la gendarmerie, que nous avions besoin d'eux, le taux est passé au 15 septembre à 53%. Donc alors que c'était une population qui était moins vaccinée que le reste de la population au 15 août, au 15 septembre, elle est, et c'est pas terminé, elle est très majoritairement vaccinée, ce qui démontre bien cette volonté de s'engager pour la gendarmerie, de conduire des missions pour la gendarmerie. Alors au-delà de ça, c'est le recrutement bien sûr un peu plus... comment dirais-je, d'active, exercer la mission à plein temps. Pour ce faire, on a un recrutement de gendarmes adjoints,
une formation qui aura lieu d'ailleurs bientôt. Les préparations militaires gendarmerie pour recruter ces personnels. J'ai énormément de dossiers. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas qu'ils peuvent, avant 26 ans, faire acte de candidature pour être gendarme adjoint, l'adjoint de gendarmerie, mais ce qui leur permet, une fois avoir mis le pied dans l'institution, de gravir des échelons, de passer le concours de sous-officier, de faire carrière à terme. Mais ce sont quand même des postes que moi je peux offrir jusqu'à 6 ans, à condition bien sûr de remplir des conditions d'aptitude médicale, physique et de recrutement. Mais non, les candidatures arrivent, elles sont plutôt importantes, comme en métropole. Et moi, je suis assez satisfait du nombre de candidatures que je peux avoir. Alors, il y a 2 affaires impliquant des gendarmes en Guadeloupe, 2 affaires où il y a eu mort d'homme. Qu'en dites-vous? D'abord, quand on parle de mort d'hommes, de femmes, c'est d'abord un sujet, c'est d'abord un drame pour des proches qui ont perdu un parent. Et donc... les affaires que vous évoquez inspirent forcément de la compassion et du respect pour la douleur. Ça, je crois qu'il faut, avant de parler, de polémiquer sur telle ou telle affaire, c'est forcément ce qu'il faut d'abord avoir à l'esprit. Ensuite, ce sont des affaires dans le sens où ce sont des procédures judiciaires qui peuvent être en cours, et c'est normal. C'est-à-dire que il est normal d'aller rechercher les causes de la mort. D'ailleurs, c'est le métier d'abord des gendarmes au quotidien. Vous savez, la journée qui vient de s'écouler, par exemple, a fait que, incontournablement, les gendarmes ont été au contact 4 à 5 fois dans la journée avec la mort, parce que ça fait partie aussi du métier des gendarmes. Alors, nous avons eu un accident de la circulation cet après-midi où il y avait un mort. Nous pouvons aller sur des suicides pour constater une mort violente. La mort, on la voit sur la voie publique, quelquefois aussi parce qu'elle a été donnée par homicide, par violence. Donc ça fait partie du métier du gendarme. C'est difficile, on ne s'habitue jamais à ça. Mais le gendarme de toute façon est confronté dans son quotidien à la mort. Elle est présente aussi dans les interventions dans lesquelles il peut être partie prenante. Et lorsqu'éventuellement les gendarmes... Il est mis en cause ? Lorsqu'éventuellement, effectivement, les gendarmes sont mis en cause, et il est normal que l'on puisse mettre en cause les forces de l'ordre lorsque on peut penser quelque chose a été commis qui ne devait pas l'être. Les enquêtes doivent contribuer à apporter la vérité. Et les affaires auxquelles vous pensez, en fait, sont à l'instruction probablement pour celles que vous pensez. Et je pense que c'est une très bonne chose pour que la vérité puisse être dite. Et ça, ce sont des juges, des magistrats qui y contribuent. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission, malheureusement, parce que j'avais encore beaucoup de questions pour vous. Mais cette dernière, quel type de reconnaissance attendez-vous ? Alors, est-ce que ça serait une satisfaction personnelle? Est-ce que c'est une reconnaissance de l'État ou une reconnaissance de la population? Incontournablement, je ne réfléchis pas, c'est la reconnaissance de la population. Mais on l'a très souvent, cette reconnaissance. Vous savez, quand le gendarme est accueilli, remercié, ou surtout quand une intervention s'est bien passée, qu'on a pu extraire quelqu'un d'une mauvaise passe, ça, c'est la plus grande satisfaction des gendarmes. Le travail du gendarme, on s'engage en gendarmerie, je crois, d'abord pour la proximité et rendre le service aux concitoyens, le sauver quelquefois, et quelquefois au péril de sa vie. On déplore déjà ici en Guadeloupe 14 blessés depuis le 1er janvier, mais ça fait partie aussi du métier. C'est pouvoir se donner et avoir la reconnaissance effectivement de celui qu'on a pu sortir d'une mauvaise passe ou avoir apporté, lorsque malheureusement le drame a eu lieu, la réponse aux soucis auxquels il a été confronté. Voilà, nous n'avons pas eu le temps d'approfondir d'autres sujets, d'autres thématiques. Vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau et puis aussi peut-être de vous prêter aux questions de téléspectateurs. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons lundi pour une autre émission qui sera une émission politique. Excellente soirée à tous et très bon week-end.